Tchernobyl est une excellente série. Évidemment, vous devez la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et son montage, et ça, le montage en crescendo qui nous amène de plus en plus de nouveaux éléments, qui ne nous gave pas d'éléments techniques, mais qui ose aller vers un dernier épisode qui va très loin, notamment comment on gère le cœur d'un réacteur, c'est extrêmement intéressant. C'est une série informative à bien des niveaux. C'est une série qui, oui, joue une part de réalisme cru. Hein, je vous avais dit que je vous parlerai du gore. Eh ben on y est, attachez vos ceintures parce que je vous le dis tout de suite, moi la série, elle m'a choqué vraiment sur le truc, puisque la série a un excellent budget, elle avait 250 millions de dollars, ce qui est un blockbuster de série télé, c'est du HBO Max, hein, tout simplement, du HBO et du HBO Max, donc excellemment produite, avec un niveau qui permet d'aller jusqu'au bout du principe, et donc à un moment donné, le personnage joué par Emily Watson va donc interviewer des scientifiques que nous avons vus au début de la série, aller ouvrir les vannes, essayer d'aider grosso modo à contenir le problème, mais se rendant probablement beaucoup plus malade encore, et quand elle va les voir, ça fait déjà je pense plusieurs jours, voire plusieurs semaines qu'ils ont été très hautement irradiés, le résultat est horrible. Horrible. Alors ça ressemble, d'après ce que j'ai regardé un peu sur internet, ça ressemble effectivement à un niveau d'irradiation très long. C'est-à-dire que, désolé les âmes sensibles, mais là vous allez vomir votre 4 heures, la peau brûle, c'est comme si elle brûlait de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a comme la peau se déforme, on a comme des cloques, et en fait il y a comme une sorte de lymphe à l'intérieur, on pourrit avec du noir et du pu. Non mais je suis désolé, hein, je sais, hein, ça donne envie de vomir, mais vous n'avez pas encore vu les images. Je vous dis tout de suite, ça calme. Là, à cet endroit-là, la série a franchi un cap dans le gore qui est horrible. Mais en même temps, pouvait-on se rendre compte des effets réels des radiations, de l'hyperradiation, sans aller jusque-là? Je pense que non. Je pense sincèrement que non. Et pour vous dire, et c'est là où j'aime beaucoup les séries HBO, j'ai encore beaucoup d'admiration pour l'écriture que Craig Mazin a fait et que la réalisation de Johan Renck, j'en ai pas parlé, qui a été réalisateur sur la série, qui a fait de l'excellent travail, je trouve. Je crois que c'est lui qui a réalisé les 5 épisodes, hein, je suis quasiment sûr. Et il y a cet effet formidable où on voit le personnage de Komyuk interviewer un personnage qu'on avait vu avant et on ne voit jamais le personnage. Donc on imagine on suppute que le visage doit être dans un état horrible. Et en fait, elle ne peut pas s'empêcher à un moment donné, quand elle fait son retour des interviews à Legasov, quand elle le retrouve pour dire écoute, les interviews me permettent de dire ça, j'ai eu telle confirmation, telles informations et tout. Et elle ne peut pas s'empêcher de lui dire tel personnage, je sais plus qui c'est, c'est pas Dyatlov, je sais plus qui c'est, il lui dit il n'avait plus de visage. C'est-à-dire que le niveau d'irradiation était tel que l'effet d'affaissement, de pourrissement, de déformation jusqu'à l'atome, hein, je caricature du visage, a littéralement fait fondre le visage sur le personnage, sur la personne. Et moi, cette idée-là, le fait de ne pas la voir, c'est encore plus gore que s'il me l'avait montré. Et ça, je trouve que c'est hyper efficace, ça montre encore une fois le niveau de qualité de réalisation de la série. Je n'ai exprès pas tout spoilé, je n'ai exprès pas tout raconter, parce que la gradation dans l'horreur, il y a notamment des mecs qui sont supposés aller s'occuper des animaux qui sont irradiés pour éviter qu'ils grosso modo transmettent, qu'ils élargissent l'effet d'irradiation au-delà du périmètre de Pripyat et de la région. C'est absolument génial ces séquences là aussi, je ne vous les spoilerai pas, vous devez les découvrir, je vous en ai pas dit la moitié, c'est important. Maintenant qu'on a dit ça et que je vous conseille de voir cette série, je mets une première précaution, c'est que c'est une excellente série sur une catastrophe humaine qui va de mal en pire, c'est génial, c'est probablement la meilleure série que j'ai vue là-dessus. Est-ce que c'est une excellente série sur le nucléaire? Je pense que oui, mais je ne peux pas factuellement dire oui. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sauf fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Deux choses, allez, trois. 3 points là-dessus et on aura fini pour aujourd'hui, mais je pense que ça vous intéressera. La première chose, c'est que moi-même, je suis depuis très longtemps un fervent antinucléaire. Pourquoi? Parce que le jour où j'ai su que, et c'était il y a longtemps, j'avais quoi, 19-20 ans, que les déchets du nucléaire allaient mettre pour ne plus être radioactifs plusieurs siècles, 1 siècle et demi pour les plus forts et plusieurs siècles pour ceux qui restent encore très fortement radioactifs mais moins, j'ai trouvé ça d'une bêtise hallucinante.
Je n'arrivais pas à croire, je vais être honnête avec vous, j'ai appris cette information, j'avais 17-18 ans, et quand j'ai cherché, à l'époque l'internet était qu'assez balbutiement, je n'avais pas encore trouvé beaucoup d'éléments. Donc les premiers sites où je suis allé étaient des sites antinucléaires très fortement, machin. Donc quand ces sites antinucléaires me disaient « il n'y a aucune solution, on n'a aucune solution intelligente au jour d'aujourd'hui pour s'occuper de ces déchets, mais on les accumule de manière industrielle », je me disais, mais c'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est de l'extrême. Je n'avais aucune réponse à donner à mes amis, vous savez, qui étaient à l'extrême gauche écologique et qui voulaient donc absolument arrêter le nucléaire, passer aux éoliennes et tout ça. Et en même temps, il y avait une telle propagande contre les éoliennes, notamment qu'on devait utiliser notamment du biocarburant et des choses comme ça, et qu'on allait de nouveau être aux énergies fossiles, que ça allait être une énergie pas rentable, et blablabla. Bon, ça, limite, le pas rentable, j'en avais rien à branler. Bon. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'écologiquement, ça aille mieux. Mais je pouvais entendre ça, et c'était mieux défendu. Mais le nucléaire, je n'entendais personne dire, mais oui, on fait comme ci, on fait comme ça. Donc j'ai dû chercher, jusqu'à découvrir qu'à l'époque, on avait inventé le système de la vitrification. C'est-à-dire, grosso modo, on enterrait dans une énorme couche de verre profondément les déchets. Alors ça, d'accord, je me disais ok, c'est le principe. Et depuis, mais même avec ça, j'étais encore anti-nucléaire parce que je me disais mais si on en arrive là, si on en arrive à les enterrer profondément et à ne pas savoir où les enterrer, personne ne les veut. C'est-à-dire que vraiment les déchets nucléaires, tout le monde, on arrive à un stade où début des années 2000, maintenant il faudrait que je vérifie les chiffres, il était comment dire, communément acquis que des bombes sales se baladaient dans le monde entier, des bombes sales, donc c'est-à-dire à partir de matériaux nucléaires usagés, donc de ce dont je vous parle là, des bombes nucléaires sales, notamment sur le marché noir et tout, parce qu'au moment de la perestroïka, donc à l'ouverture de la Russie, grosso modo la fin de l'Union soviétique et l'ouverture de la Russie et de toute l'ex-URSS aux marchands d'armes de différents pays, et je vous laisse découvrir ça dans Lord of War, notamment l'excellent Lord of War de Andrew Niccol avec le non moins excellent Nicolas Cage dans ce film. Y avait une évidence que ça avait été n'importe quoi le traitement du nucléaire, et que on avait eu une sorte de fuite en avant des matériaux nucléaires un peu partout, qu'on a retrouvé encore récemment des matériaux nucléaires usagés au Cambodge. Bref, tout ça pour dire y avait vraiment une gravité pour moi qui était hallucinante, c'est qu'on allait continuer, oui on allait continuer, ben on est en 2021, on l'a fait, à pendant 20 ans accélérer la consommation nucléaire, le renforcer, essayer simplement de le rendre plus rentable, mais finalement continuer de chercher tranquillou comment gérer des déchets qui sont supposés nous survivre, durer plus d'un siècle et demi pour les plus puissants, et encore de manière délirante, mais c'était vraiment des années et des années, des siècles, hein, si je dis pas de bêtises, de traitement, genre je crois qu'il y a 4 siècles et demi pour certains, ou même plus, je sais plus, d'effets radioactifs nocifs pour le corps humain et la nature. Ou pour la nature et le corps humain en l'occurrence, parce que le corps humain, bah, il va claquer bien avant, hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, nous, qu'on soit irradié, on a une espérance de vie de là maintenant, on est passé à, on va dire, un peu moins de 100 ans quand on a de la chance. Voilà, mais grosso modo, voilà, c'est surtout à la nature dans la nature qu'on va créer des problèmes. Et donc, je ne pouvais pas, je ne comprenais pas comment on pouvait soutenir une telle idée. C'est-à-dire dire, on a besoin d'énergie aujourd'hui, donc on va créer des problèmes sur 5 siècles, voire plus. Je trouvais ça délirant, et je trouve ça toujours délirant au jour d'aujourd'hui. Ce qui fait que j'ai abordé forcément, mon point de vue sur Tchernobyl a été orienté par ça. Donc, forcément, j'ai tendance à croire le discours de Tchernobyl, j'ai tendance à penser que Craig Mazin a dit la vérité en disant que les effets du nucléaire sur les gens sont aussi graves qu'ils sont décrits, que les effets sur la nature sont aussi graves qu'ils sont décrits, que leur portée est aussi grave, voire plus, que on a un énorme problème avec le nucléaire, et qu'encore au jour d'aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à croire, malgré toutes les améliorations que l'EPR a pu amener, donc les réacteurs nouvelle génération, ne vont pas créer de nouvelles catastrophes, telles type celle de Fukushima par exemple, au Japon. La décadence est en marche. Ça, c'est mon orientation politique, c'est mes croyances. Je fais exprès d'utiliser un terme très fort parce que je ne suis pas scientifique, et donc factuellement je vous conseille plutôt d'engendrer à écouter des gens qui connaissent de quoi ils parlent. Je ne connais pas assez les choses techniquement, mon niveau de connaissance s'arrête à ce que je vous explique là, mais j'ai fait donc des recherches, et il se trouve que Tchernobyl est une série qui est déjà controversée. C'est quand même une série qui a même pas un an, elle est vraiment controversée dans la communauté scientifique. Il y a beaucoup de gens qui critiquent la série, notamment sur 2 points très forts. Le premier, c'est de dire les effets de la radioactivité.
il n'est pas évident sur les communautés scientifiques que quelqu'un qui soit irradié transmette son irradiation à autrui. C'est quelque chose qui n'est pas acquis. Ça, dans la série, c'est vendu comme évident. On voit clairement des personnages se faire contaminer par d'autres. On sait que ça passe par des vêtements, par des outils, par des bâtiments, que ça peut par des éléments concrets, oui, par des gens, c'est plus discutable. Et on ne sait pas, visiblement, c'est pas clair sur à quel niveau. Il y a vraiment les pendants des deux discours. Il y a ceux qui disent, comme Greg Mazin dans la série, c'est gravissime, c'est une contamination horrible et c'est une destruction au niveau cellulaire pour tous ceux qui approchent de ceux qui ont été irradiés. Et il y a le pendant inverse qui dit que non, c'est beaucoup moins évident et beaucoup moins prouvé. À tel point que la série se finit sur un étalement comme ça pendant plusieurs minutes des effets de la radioactivité, de la zone de Pripyat, des gens qui ont vécu, des morts et ainsi de suite, en pointant le fait que l'Union soviétique a toujours caché le nombre réel de décès et ainsi de suite, alors que la communauté scientifique, toute une partie de la communauté scientifique, notamment pro-nucléaire, c'est juste une réalité, hein, il faut être honnête aussi, est complètement dans le discours inverse et dit que ce n'est pas prouvé et que aujourd'hui, ça n'a jamais été prouvé de manière solide. Donc les deux pendants, je n'ai pas trouvé de moyen terme entre les deux, hein, soyons honnêtes. Il y a vraiment pour l'instant une sorte de double discours qui est franchement terrible, parce que ça veut dire que quelque part la série Tchernobyl ment. J'insiste là-dessus. C'est pour ça que je vous dis que c'est une excellente série et que je prends des précautions en vous le disant. C'est une excellente série sur les répercussions ou une catastrophe humaine qui va de mal en pire. Là-dessus, la série est extraordinaire. Mais sur la question du nucléaire, sur les effets du nucléaire, c'est une série qui est discutable. Je l'ai dit, je suis le premier à vouloir arrêter le nucléaire, je vous le dis, c'est mon point de vue, mais je suis dans la croyance. En termes pragmatiques, je suis resté un peu à la surface du truc. Et j'ai vraiment eu du mal à trouver un discours médian. On est dans deux extrêmes. Et puis voilà. Hein, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Le deuxième point sur lequel la série est aussi discutable, là, dans cet axe-là dont j'ai envie de vous parler sur le nucléaire, c'est que la série pointe essentiellement une erreur humaine qui aurait été causée par un dysfonctionnement dû à la culture du secret soviétique, qui aurait été en fait à la base d'un mensonge, et que grosso modo c'est l'absence de vérité, le fait qu'on se serait voilé la face pour des questions de structure, vous voyez ce que je veux dire, comme le secret du secret du secret, qui aurait amené carrément des scientifiques russes à vouloir cacher comment, avec quel type de matériaux on aurait pu monter de manière plus sécurisée ces réacteurs russes, parce qu'il était interdit à l'international de montrer que la technologie russe avait été faillible et qu'elle avait des problèmes, et ainsi de suite. Et donc on avait, pour pouvoir construire ces réacteurs et pour pouvoir être entre guillemets pouvoir être compétitif, pour pouvoir dire que la technologie russe était à l'équivalent, voire meilleure que la technologie occidentale, on a fait en sorte d'acheter des matériaux de mauvaise qualité, notamment de mettre de la graphite pour gérer la gestion de chaleur d'un réacteur, et c'est ça qui aurait mené à l'explosion. Donc c'est vraiment les mensonges ou l'absence de la vérité qui aurait créé donc cette catastrophe. Et c'est vendu, c'est clairement le point de vue de la série, le personnel de Legasov le dit, je vous laisse découvrir ça. Je vous spoil à peine, hein, vous allez comprendre pourquoi, c'est beaucoup plus intéressant de le voir en détail. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment critiqué dans le fond sur la série. Beaucoup de gens disent non, c'est beaucoup plus compliqué de ça. En général, au niveau international, le lobby du nucléaire va vendre ça, va dire c'est une erreur humaine, c'est une erreur culturelle, c'est la Russie communiste plus l'incompétence de ces ingénieurs qui a créé ça. Or, il est prouvé, et ça c'est factuel, que l'ingénierie russe était tout aussi compétente et surtout qu'elle avait conscience de faire dans le nucléaire de la recherche, de gérer chaque nouvelle catastrophe, apprend des choses aux gens qui travaillent sur le nucléaire. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça avait été anticipé aussi bien, et si on le savait avant, il est assez improbable que l'ingénierie russe ait laissé la cocotte minute et mis son propre pays sous cocotte minute, surtout avec une catastrophe de cette ampleur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Le discours de la série est clair, c'est de dire qu'on est allé, le secret communiste est allé jusqu'à mettre en danger l'intégrité des gens, ce qui est tout à fait pensable, mais les scientifiques qui s'intéressent à la série, qui sont clairement
pro-nucléaire, j'insiste, ils sont pro-nucléaires, mais ils insistent sur le fait que c'était plus compliqué que ça. Et j'ai tendance à croire aussi que quand une série nous vend une raison, un coupable, une notion aussi frontale et directe, il faut freiner un peu et y mettre de la nuance. Et c'est pour ça que je pense effectivement que Craig Mazin s'est peut-être laissé un peu emporter par son point de vue et que son orientation politique est peut-être celle simplement du néolibéralisme américain et que par définition, le communisme ne pouvait être qu'une erreur, entre guillemets, de plus, ou qu'un système qui pouvait mener à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je peux entendre cette critique. Et c'est important, je pense, quand on voit Tchernobyl, d'avoir conscience de ça et de cette nuance-là. Parce que même si c'est faux, même si on découvre plus tard que c'est un mensonge maintenu par les pro-nucléaires, ce qui est tout à fait possible aussi, le lobby du nucléaire est extrêmement puissant au niveau international, vous vous en doutez. C'est un argument qui, je trouve, sur le fond, qui humainement s'entend. La bêtise, le secret comme une sorte de truc qui aurait étouffé le système communiste, peut-être. Mais peut-être aussi que le système communiste, tel que le pense actuellement le Kremlin, parce que oui, il y a en Russie actuellement une série sur Tchernobyl qui est en train d'être écrite et qui va annoncer une contre-vérité. Et comme par hasard, dans cette contre-vérité, il y aura l'implication d'un agent de la CIA qui aurait infiltré comment dire, le secret défense russe et notamment la conception nucléaire russe, et qui aurait peut-être sous-entendu créer les conditions aussi pour cette catastrophe, voire même carrément créer du sabotage. Et oui, Craig Mazin, l'histoire c'est pas que le point de vue des Américains, mon vieux, désolé. Oh my God! Que tout le monde se calme, je suis très loin d'être un pro-Poutine, très 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 loin. Nonobstant, une contre-vérité est intéressante à voir et à envisager. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que l'unilatéralité de la solution que Legasov vend dans le film, que le personnage vend, et qui est donc le point de vue de l'auteur Craig Mazin, est forcément à mettre un peu en suspens. Une catastrophe de cet auteur-là, avec autant d'implications politiques et technologiques, ne peut pas être résolue de manière aussi évidente et directe. J'espère pour tout le monde que c'est clair ça. Et ça c'est important je pense parce que même moi qui suis anti-nucléaire et qui aurait tendance à utiliser Tchernobyl comme l'exemple ultime ou Fukushima, c'est plus compliqué que ça. Mais juste pour vous donner encore un dernier élément qui donne à penser que le point de vue de Craig Mazin est discutable, c'est que aux dernières nouvelles, on estime que la catastrophe de Fukushima est due à la culture japonaise, à la manière dont on forme les ingénieurs japonais, à leur côté trop strict. Et à l'inverse, Tchernobyl, vous venez de le comprendre, c'était les scientifiques étaient trop laxistes, les gens sur place n'étaient pas assez bien formés, découvraient trop les choses, c'est vendu par la série ça. Vous voyez le problème ? 2 catastrophes nucléaires et à chaque fois ce serait un problème de culture et des gens qui auraient été trop formés d'un côté, trop stricts d'un côté, trop laxistes, trop mal formés de l'autre. Pourquoi pas ? Mais... et si le problème était de nature un peu entre les deux et que nous, de facto, en Europe et en Occident, on essaie juste de rassurer les gens parce que l'énergie qui nous permet de développer le plus notre technologie et surtout de maintenir le plus le robinet à pognon ouvert, soyons à un moment donné honnêtes, c'est le nucléaire. Tu vas avoir des gros problèmes. Non mais c'est pour expliquer le discours. T'es malade. Mais qu'est-ce que... Enfin, tu sais ce que tu dis ou quoi? Mais on peut rien dire ou quoi, merde. Mais putain, tu vas avoir un point rouge. Mais non. Allez hop, mais j'explique. Découpé à la machette, sac poubelle. Non. Et hop, mais non, mais arrête. Mais pas dire à la décharge. Mais non. Il est temps de conclure cette conclusion quand même, je vous enjoins à regarder des vidéos sur le traitement du nucléaire. Je vous les mets dans les informations de cette vidéo, je les mettrai aussi sur le blog. Des vidéos notamment d'explications de comment on traite le nucléaire. Je vous mettrai aussi des articles qui parlent des controverses sur la série. Ne restez pas que sur la série. Il me semble que la série a des aspérités qui sont critiquables, je ne les connais pas, je ne suis pas spécialiste, donc allez les voir, allez au-delà. C'est une excellente série, matez-la, elle est géniale. Elle est glaçante, elle est flippante, moi j'ai tendance à y croire, et je pense sincèrement que le nucléaire fait ça sur les gens, et que nous sommes des inconscients. Nous sommes des inconscients. Je le pense toujours, notamment pourquoi ?
Je vous mets, encore une fois, dans les infos, vous avez des vidéos, des blogs, des articles sur des controverses. Je vais essayer d'en mettre plusieurs, 2-3 vidéos, 2-3 articles qui expliquent les controverses et les points de vue discordants, dissonants sur le film. Mais moi, perso, mon point de vue, j'en suis où? Je vous fais la version courte. J'ai regardé des vidéos extrêmement le plus neutre possible sur le traitement du nucléaire. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de monter le premier grand chantier en France. Je ne sais plus où il se situe. Non, je crois que c'est en Hollande. Je sais plus. Oui, je crois que c'est en Hollande. Où on a creusé le premier tombeau, hein, littéralement, à déchets nucléaires. Écoutez, actuellement, on est encore en train d'élaborer dans ce tombeau-là combien de déchets on va pouvoir mettre, comment on va le fermer, combien de temps on va, avec quelle signalisation on va pouvoir faire comprendre à des êtres humains dans 4 ou 5 siècles ou plus que ces zones sont dangereuses. C'est-à-dire, on ne le sait pas. Hein. On sait que ça va être tellement vieux, ce danger va être tellement vieux que les êtres humains auront tellement évolué qu'ils auront peut-être plus, sont peut-être tellement passés à autre chose que notre discours, notre manière de leur transmettre que cet endroit est dangereux sera probablement obsolète. On le sait. Vous vous rendez compte qu'on est en train de parler de ce genre de choses quand même. Quand on en arrive, pour moi, et je suis obligé d'être virulent cette fois, quand on crée un problème qui va être tellement long, qui va dépasser de tellement loin notre perception du futur, qu'on ne sait même pas comment on va pouvoir prévenir les enfants de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants, de la merde qu'on a créée. Est-ce qu'on peut encore venir me dire là, tranquillou, le nucléaire c'est la solution ? Pour des considérations économiques, parce que je vous rappelle que les éoliennes, le grand ennemi des éoliennes, c'est l'économie. Hein. C'est simplement, on va perdre de l'argent, ce sera pas rentable, parce qu'on va devoir vendre le surplus d'énergie, parce qu'on contrôle pas quand le vent se fait, on va devoir vendre le surplus d'énergie à moindre coût et on va pas être rentable. Mais j'en ai rien à foutre. Vous me parlez de rentabilité face à la gravité humaine et face à la détérioration et à la création d'un énorme chantier de zones mortes dans le monde, sur des siècles et des siècles, et vous, ce qui vous inquiète face aux éoliennes, c'est oui, mais ce ne sera pas rentable. La pollution visuelle. Je suis loin de prêcher pour les éoliennes, j'essaie juste de dire qu'il y a une disproportion totale, selon moi, entre les problèmes que crée le nucléaire, qui pour moi sont monstrueux, les hydrocarbures qui sont monstrueux, et les éoliennes qui à côté sont ridicules en termes de problèmes. C'est essentiellement des problèmes économiques. Essentiellement. Bref, si vous y connaissez dans les éoliennes et que vous estimez que je dis des conneries, défoncez-moi la gueule, vous avez probablement raison, je ne m'y connais pas assez. Mais mon point de vue ne s'est que durci parce que j'ai vu des vidéos là de cette année avec des scientifiques qui travaillent maintenant sur le traitement des déchets, et pour moi, on est toujours sur la même piste, le même problème, on n'a rien réglé, on est 20 ans plus tard, on a encore accumulé du déchet nucléaire, et on ne fait que créer un problème qui va, je pense, être irrésolvable. Sous prétexte d'accélération technologique. Oui, finissons une bonne fois pour toutes avec ça. Le débat de fond de pourquoi nous avons besoin d'autant d'énergie électrique, c'est lequel ? Vous allez me dire, bah, c'est le confort, le luxe, machin. Oui, quelque part, vous avez raison. Je pense que, malheureusement, il y a une part de l'humanité qui aime envoyer des tweets méchants en chiant sur les toilettes. Et l'énergie, l'électricité, la 5G, tout ça, bah, ça marche au nucléaire. Ok, d'accord. Mais au-delà de ce côté caricatural, c'est aussi... Il y a un présupposé politique qui est entendable, qui est celui de l'accélération. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évoluer sans prendre de risques. Et c'est vrai, on serait jamais sorti des grottes si on n'avait pas pris de risques, et c'est un fait. Chaque évolution de la société a pris de nouveaux risques. L'industrialisation, ça a été de nouveaux risques. À l'époque, développer la poudre à canon, ça a été de nouveaux risques. Enfin, c'est clair, on est d'accord là-dessus. Et à chaque fois, on a frôlé l'extinction. Je parle de la poudre à canon, et si on avait eu à l'époque des dirigeants débiles qui avaient commencé à se faire la guerre de tous les côtés de manière complètement inconsidérée, bah oui, si on avait eu un monde à la Game of Thrones à un moment donné, et que c'était le monde entier, bah peut-être que l'humanité se serait arrêtée au milieu des Lumières, ouais. Tout à fait possible, ouais. C'est-à-dire que l'extinction de l'humanité, c'est un truc qui nous pend au nez depuis très longtemps. Ça, il faut quand même en avoir conscience, et j'entends le discours progressiste et technologique qui consiste à dire... On a besoin de cette énergie-là parce qu'on développe de plus en plus de choses. L'interconnexion entre les êtres humains n'a jamais été aussi grande que grâce à l'électricité.
créé par le nucléaire et par l'accélération de la puissance électrique et par le fait que les gens communiquent de plus en plus et sont de plus en plus en capacité de se déplacer, d'aller au-delà des limites humaines du début du siècle, du XXe siècle, où on se déplaçait en voiture, en train, en bateau, et qu'on mettait un temps fou à faire des distances qu'aujourd'hui on fait en 1 heure. Oui, c'est vrai, je comprends ça. Mais il y a toujours une limite à l'accélération. C'est-à-dire que je ne crois pas, je pense que c'est faux, et je pense pouvoir le dire avec mes toutes petites connaissances techniques, mais vraiment toutes petites, que le nucléaire n'est pas indispensable aux avions, n'est pas indispensable à la 5G, n'est pas indispensable à toute l'électricité que nous utilisons. Nous pouvons créer cette électricité de plein de manières différentes, et nous devons développer ces manières différentes. Nous en avons besoin. Le nucléaire n'a jamais été une fin en soi. Et il n'est une fin en soi que pour les gens qui pensent qu'on ne s'en sortirait pas avec autre chose, ou qui pensent qu'on ne sera pas capable d'inventer autre chose de viable. Moi, je pense surtout que, au jour d'aujourd'hui, on a des lobbies financiers extrêmement puissants qui se battent pour qu'on ne puisse pas développer autre chose. Et je suis désolé. Je pense que malheureusement, tout ça est lié à une orientation politique qui est celle dans laquelle on vit. Oui, je suis désolé, c'est très politique comme fin de blog, de podcast, mais je pense que Tchernobyl est hyper intéressant pour relancer ce genre de questionnement ou nous questionner ensemble. Aujourd'hui, vous avez mon avis, je suis assez radical sur la question, je pense que quand on ne sait pas traiter les déchets à ce point-là d'une énergie que l'on crée, on doit arrêter, ralentir, repenser cette énergie ou passer à autre chose. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous avez des éléments concrets pour dire non, tu te trompes, nous sommes dans l'incapacité de traiter l'énergie dont nous avons besoin par d'autres moyens, ou tout simplement ces autres moyens sont encore plus dangereux ou encore plus inconsidérés, je suis le premier à m'y intéresser et je transmettrai ce que vous m'envoyez parce que je trouve ça hyper intéressant. Merci beaucoup pour votre écoute. Je sais que ça vous a beaucoup intéressé et que je ne devrais pas vous remercier, c'est à vous de me remercier, on est tous d'accord. Nonobstant, par principe, parce que j'ai un peu pitié de vous, voilà, je l'ai dit, je ne leur dirai pas... de rien. Ouais, c'est cool. Ou c'est minable. Ah oui, c'est minable. Tu as été minable. Je suis minable.